Bonjour. Vous allez bien? Ok, merci à tous et à toutes de votre présence. Il faut dire à toutes et à tous de votre présence. C'est mon côté zèbre. Pour cet atelier, effectivement, plus important, non, j'ai plus important qu'il n'y paraît. Ok? Reconnaître et manager un zen. Je vais déjà peut-être commencer par me présenter. Je suis donc Roméo Courmal. Alors, c'est quoi le plan pour changer? Parce qu'on ne m'a pas non plus donné l'information. Normalement, la souris marche, hein, normalement. Ah, parfait. Excellent. Donc, je suis coach formateur spécialisé en neurosciences appliquées. Alors, j'ai mis le grand zèbre parce que c'est comme ça que me surnomment mes collègues. Parce que je ne suis pas trop petite taille et que pour le coup, je suis parmi les plus fêlés d'entre eux. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis ce titre-là pour rendre hommage à mes collègues de l'Institut des neurosciences appliquées de Paris. Donc je suis coach et formateur spécialisé en neurosciences appliquées. Alors en neurosciences, vous avez remarqué, il y a le pluriel entre guillemets. Pourquoi? Parce que je relève autant de la neuroscience que des neurosciences. Okay? La neuroscience est la science qui étudie le rapport entre le cerveau et l'esprit. Science relativement ancienne, fin 19e siècle, William James, chaire de médecine de l'université de Harvard, Jules-Henri Poincaré, plus près de nous, Sciences et méthodes particulièrement. Si vous arrivez à trouver Sciences et méthodes, je vous recommande de vous jeter dessus. D'ailleurs, je vais vous éviter de le chercher, vous allez trouver à l'université du Sud. Parce que c'est un livre qui n'a pas été réédité. D'accord? À la bibliothèque universitaire de l'université du Sud. La neuroscience, on a dit que c'est la science qui étudie le rapport entre le cerveau et l'esprit. Les neurosciences, beaucoup plus récemment, fin 70, l'ensemble des sciences qui étudient le fonctionnement du cerveau. Alors, deux sciences différentes, deux paradigmes différents. Les neurosciences soutiennent que la conscience est produite par l'activité du cerveau. La neuroscience dit l'inverse. Okay? La neuroscience introduit un fait qui n'est pas un fait scientifique, c'est l'existence de l'esprit. D'accord? Un fait scientifique est un fait qui est démontrable, qui est vérifiable et qui est mesurable. Vous avez peut-être tous l'impression d'avoir un esprit, certains me diront même que vous êtes un esprit, mais vous êtes bien incapable de me le démontrer et vous n'avez aucun instrument de mesure pour l'évaluer. D'accord? Donc, l'esprit n'est pas un fait scientifique. En soi, Poincaré n'a aucun problème avec ça, parce que dans la préface justement de son livre Sciences et méthodes, il dit quelque chose qui est de l'ordre du bon sens. Hein. La vie est de l'ordre du tout, la science est de l'ordre de la partie. Donc il serait vain de tenter de faire entrer le tout dans la partie. Donc il y a forcément des choses qui échappent à la science. L'esprit en fait partie. Okay? Poincaré a donc modélisé d'ailleurs l'intuition. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu sur ma carte, c'est écrit coach intuitif, parce que c'est l'outil que j'utilise le plus. L'intuition n'a rien à voir avec le hasard. L'intuition est un process scientifique, qui est décrit d'ailleurs dans le chapitre 2 du livre Sciences et méthodes, qui s'appelle Inventivité mathématique. C'est marrant. Ouais, comme quoi c'est mathématique. Super intuitif comme titre. C'est super intuitif, effectivement. Mais en tout cas, c'est comme ça que Poincaré a résolu les équations d'Einstein, de Marie Curie et de Ernst, celui des ondes, pas celui des voitures. Donc, c'est d'ailleurs dans le milieu scientifique, on parle de la relativité d'Einstein de Poincaré. D'accord? Donc, on est sur une démarche vraiment scientifique. Okay? Je suis également donc praticien en thérapie brève et je suis consultant en excellence professionnelle. Mon discours, c'est quoi par rapport à l'excellence? C'est que, justement, c'est ce dont on va parler, l'excellence est la conséquence de la réalisation de soi du collaborateur sur son poste de travail. Okay? On est vraiment sur des questions purement et alors typiquement humaines. Okay?
Et en matière de réalisation de soi, on va parler de zèbre. Et pourquoi c'est fondamental pour un zèbre de se réaliser. Mais alors, c'est qui ces gens-là, déjà? Alors, c'est vrai qu'on a des littératures et des nomenclatures multiples. On parle effectivement de multipotentiel, on parle de haut potentiel, on parle d'hypersensible, d'empathe, enfin, il y a des mots, il y a beaucoup de mots pour parler tout simplement de personnes qui ont une neuroergonomie différente. Okay. Et on va voir que cette neuroergonomie-là, justement, elle est peut-être différente, mais elle aura tendance à se développer. Okay. Pour plein de raisons. Par contre, ces personnes-là ont finalement toute cette particularité de paraître différentes. Et effectivement, ce sont des personnes différentes. Ce sont des façons de fonctionner différentes. Différentes en tout cas de la norme. Et ce sont des personnes qui sont effectivement inclassables. Alors, je sais que j'ai des collègues qui, dans leur grande bonté d'âme, ont essayé finalement de se dire, comme ces gens n'entrent pas dans les cases, on va leur en créer. C'est gentil de leur part, c'est très sympa, mais ça ne fonctionne quand même pas. D'accord. Alors, l'antinomie, justement, la différence, c'est qu'un HP, un haut potentiel, c'est pas quelqu'un qui est le contraire de sous-doué, c'est pas le contraire de quelqu'un qui est stupide, c'est le contraire de quelqu'un qui est normopensant. D'accord? Qu'est-ce que la normopensance? Comme son nom l'indique, un normopensant pense de façon normative, normalisée. Okay? Face à une situation donnée, le normopensant va réagir d'une façon normale ou normalisée. Okay? Le zèbre, lui, va faire de façon très, 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 très différente. Okay? Et en plus, face à une même situation, il pourra répondre de 36 façons différentes. Okay? On va voir un peu encore. Hop. Alors, si maintenant c'est moi qui... c'est beau. On va d'abord voir le contexte sociétal pour replacer ces personnes dans leur contexte. Et cette approche justement sociétale va me permettre d'expliquer les évolutions de la neuroergonomie. Okay? Et ça va aussi me permettre d'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut que vous soyez prêts au grand changement de 2022. Okay? Ce qu'on appelle les baby-boomers. Les baby-boomers sont les enfants donc, qui sont nés après la guerre. Okay? Globalement, la génération... Alors, vous allez voir d'autres bornes en fonction des approches sociologiques, mais j'ai gardé celle-là, c'est la plus fréquente, mais il y a d'autres bornes hein, en matière de temps. Les baby-boomers, on dit qu'ils durent jusqu'à à peu près 61. Pourquoi? Donc là, en pleine guerre froide. En 1961, les sociologues ont choisi des moments géopolitiques forts pour borner en fait les générations. Donc, en 1961, qu'est-ce qui s'est passé? La construction du mur de Berlin. D'accord? Et donc, c'est là qu'on a décidé de faire commencer la génération X, la génération dite X. La génération X, c'est la génération crise. Ok? C'est la crise. Voilà. C'est là qu'on a commencé à dire c'est la crise. Parce qu'on sort en tête du plein emploi, et là, on a commencé à vivre des périodes de crise. Il y a eu effectivement des guerres, il y a eu mai 68, il y a eu Woodstock, enfin tout un tas de bouleversements dans la société qui font que. Okay? Et en fait, la génération X, on va la définir jusqu'au choc pétrolier. Okay? Donc 1973. Alors, 1973, c'est l'année, peut-être même que c'est l'année d'avant, où un Français dépose un brevet pour une machine qui s'appelle ordinateur personnel. Okay? Donc, en fait, les gens de la génération Y sont des digital natives. Okay? Enfin,
Personnellement, je suis né en 75 et effectivement, j'ai grandi avec les Atari, les Commodore, les premiers PC, les Apple II, des choses comme ça. Ok. Les disquettes 5 pouces 1 quart, les disquettes 3 pouces 5. Voilà. Ok. Et bien sûr, les premiers jeux vidéo. Il y a quoi de particulier quand on joue à un jeu vidéo par rapport à la neuroergonomie du cerveau? Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand vous jouez à un jeu comme FIFA classique, vous avez jusqu'à 18 actions possibles à la seconde. Lorsque vous jouez à World of Warcraft, vous en avez 56. Vous avez la possibilité de prendre 56 décisions à la seconde. 56 décisions conscientes à la seconde. C'est assez énorme. C'est d'ailleurs plus que la production de la pensée consciente. Figurez-vous que la pensée consciente... Alors, je vais tricher. Je vais utiliser les mêmes... dans le paperboard. Parce que du coup, ça m'évitera de recommencer à dessiner. J'ai beaucoup de qualité, mais le dessin n'en fait pas partie. Donc, vous avez le droit de vous moquer. Pas de souci. Sauf que, effectivement, je n'avais pas prévu le déménagement, donc j'aurais pu dessiner sur l'autre. Parce qu'il faut être dans le champ de la caméra. Allez, j'y suis. Go. Ça, c'est un cerveau vidéo. Vidéo. Je vous ai dit que le dessin, c'est pas une marque de mentalité. Mais j'en ai d'autres. Okay. Le cerveau, en fait, est réparti en... Alors, on connaît les hémisphères, mais il y a aussi des aires. On appelle aussi des lobes. D'accord? Pariétal, occipital, frontal, préfrontal, temporal. Voilà. Entre autres, ces aires sont là pour gérer justement le VACOM. Les informations visuelles, auditives, kinesthésiques, olfactives et gustatives. Ce cerveau est plein de choses qu'on appelle des neurones. Les neurones sont là pour gérer le mouvement et donc le comportement. Le cerveau a un objectif, c'est garder en vie le corps qui est en dessous. J'ai dit garder en vie, je n'ai pas dit garder en bonne santé, ça c'est pas son rôle, c'est le vôtre. Je n'ai pas dit garder heureux, c'est pas son rôle, c'est le vôtre. Okay? On va revenir dessus cet après-midi sur la conférence sur le burn-out. Donc le cerveau, il est là pour ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les générations d'avant, on leur a proposé une ou deux façons de gérer les situations, globalement. Okay? Lorsqu'on est né au fin fond du Gers en 1902, on vous propose effectivement une façon de gérer votre espace, votre temps, vos relations, vos possessions. Les groupes sociaux étant relativement séparés et peu poreux, lorsqu'on est dans ce village-là ou dans cette ville-là, on fait comme ça. Lorsqu'on est à l'autre côté du monde, on fait complètement différemment, sauf que l'autre côté du monde ne sait pas comment on vit dans le Gers, et le Gers ne sait pas comment on vit dans l'autre côté du monde. Et en fait, les personnes qui naissent dans les générations d'avant sont finalement persuadées qu'effectivement, leur façon de fonctionner est la façon de fonctionner. Normal. Tant qu'on n'est pas au courant qu'il y en a d'autres, la somme des subjectivités forme l'objectivité. Non. Comme tout le monde est d'accord, tout va bien. OK? Sauf que, à partir justement des générations des années 70, okay, on a effectivement des personnes qui ont une façon différente justement de voir les choses. Dans les années 70, qu'est-ce qu'on a vu depuis justement le choc pétrolier? Qu'est-ce qui s'est développé? L'accès au voyage, l'accès à l'éducation, un plus grand accès à l'éducation. Il y a plus de Bac plus 5 aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 50 ans. Un plus grand accès à l'information. On a vu effectivement la télécouleur, on a vu se développer
les mass médias. Et donc, du coup, depuis la génération Y, la génération Y, c'est ça, face à une situation, on a de multiples réponses possibles. Sauf que chaque réponse correspond à un chemin neuronal particulier à l'intérieur de la machine. OK? Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est pas qu'on devient de plus en plus HP, c'est qu'il y a de moins en moins de normopensants. Parce que la normopensance, biologiquement, c'est un chemin neuronal pour traiter une information. Un chemin possible. D'accord? Le HPisme, c'est 56 chemins possibles pour gérer une même information. Et donc une même situation. D'accord? Ce qui fait que, effectivement, il y a de plus en plus de êtres. En fait, non. Il y a de moins en moins de normopensants. Ah, complètement, complètement. Ça n'a justement rien à voir avec ça. C'est pour ça que je dis que on n'est pas ou HP ou stupide. On est ou HP ou normopensant. Mais il y a des HP stupides, il y a des HP sympas, il y a des normopensants stupides, il y a des normopensants sympas. Et même performant, on va voir justement la notion de performance et d'excellence. Okay. C'est vraiment pas quelque chose de normatif. Ben, on peut difficilement être sec et mouillé à la fois. On peut difficilement être... au niveau du cerveau, on est où? Ce qu'on appelle neurotypique. Si vous avez un chemin neuronal, vous en avez un. Si vous en avez 12, vous en avez 12. Donc, il y a la catégorie de ceux qui en ont un, et la catégorie de ceux qui en ont 12. Ou plusieurs, en fait. Je veux dire, c'est pas... Un, c'est un. C'est biologique, en fait. D'accord, mais quand vous dites un, on peut avoir son propre chemin, et quelqu'un d'autre aura un autre chemin. Alors, parce que quand je pensais normopensant, je pensais que c'était le chemin le plus utilisé. Non, pas forcément. C'est un chemin neuronal utilisé dans ce cerveau-là. Et la particularité, c'est que justement, les groupes sociaux avant étant moins poreux, finalement, on peut penser qu'en gros, face à une situation, tous les géants soirs de 1902 fonctionnent à peu près pareil. Il ne viendrait pas à l'idée de Mexicains de fonctionner comme les Japonais. Okay? Pour prendre des cultures bien séparées. D'accord? Mais évidemment, c'est dans le cerveau d'un individu qu'il y a un chemin. Quand il y en a un, il y en a un. Et l'information va systématiquement passer par ce chemin-là. Vous avez beau dire, vous avez beau faire, on va voir tout à l'heure qu'en fait, pour changer de chemin neuronal, ce n'est pas une question cognitive. Hein. D'accord? Et donc, on a parlé des jeux vidéo, on a parlé de l'accès à l'information, on a parlé de l'accès au voyage, donc on a parlé finalement de plusieurs cultures qui s'entrechoquent. Et finalement, ça va développer, ça va permettre, ça va empêcher justement le développement de cette fameuse normopensance. Et ça va finalement laisser plus libre ce qui est une donnée à la base, hein, à la naissance de l'enfant, c'est sa plasticité cérébrale. D'accord? Et on va voir ce que ça donne. La plasticité cérébrale, elle est présente tout au long de la vie ou elle se restreint si justement, par exemple, un zèbre essaye de rentrer dans la norme pour pas... Il va souffrir. Mais effectivement, la plasticité cérébrale est une caractéristique, effectivement, du cerveau. C'est une caractéristique intrinsèque du cerveau. Sauf qu'effectivement, après 35 ans, il est plus difficile de quitter une normopensance qu'avant, pour des raisons justement de câblage. Après 35 ans, on devient des êtres d'habitude. Okay? Et alors, autant, ça c'est Casper, merci de venir, Casper. Alors, où il le montre, où il sort, je ne sais pas, je ne sais jamais. Mais effectivement, après 35 ans, il est plus difficile, en fait, de sortir d'un comportement routinier. Ok? Je vous recommande particulièrement les travaux du docteur Joe Dispenza là-dessus. Okay? Dans son livre qui s'appelle Devenir super conscient, Becoming Supernatural en anglais.
super conscient en français, sur justement les histoires de plasticité cérébrale. C'est du français courant, donc c'est complètement accessible. Et en plus de ça. J'ai Casper. Dispenza. Non, c'est pas que. Dispenza. C'est Casper. Donc, il était entré en fait. Dispenza. D-I-S-P-E-N-Z-A. Joe Dispenza. Ok? La génération Y, on va globalement l'arrêter en 1989. Qu'est-ce qui s'est passé en 1989? La chute du mur de Berlin. Ok? En 1999, j'ai dit 99? Non, 99. On va globalement dire, très souvent, vous allez dire que c'est à cette date-là que commence ce qu'on appelle l'ère de l'information. On a quitté l'ère industrielle et ses paradigmes pour passer dans l'ère de l'information. Ok? Et donc, on a effectivement des gens qui sont complètement nés avec les écrans, avec les jeux vidéo, qui sont complètement dedans. Et la génération Z, qui commence donc en 89, jusqu'à le printemps arabe. Tous les Tunisiens se souviennent d'où ils étaient, parce que c'est là qu'a commencé le printemps arabe, où le peuple a dit à Ben Ali, dégage. C'est sympa. La génération alpha, alors, on parlait tout à l'heure de vacuum. La particularité, par exemple, qu'on voit chez les générations alpha, qu'on voyait déjà chez les artistes, hein, mais qu'on voit dans à peu près tous les enfants de la génération alpha, c'est cette faculté qu'ils ont de traiter par des aires dévolues à la vision des informations kinesthésiques, de traiter à des aires dévolues à l'olfaction des informations auditives, de traiter, etc. Vous avez compris le plan? Ce sont des gens qui vont vous parler de la couleur d'un son ou de l'odeur d'une forme. Okay? Donc c'est aussi une façon beaucoup plus rapide finalement de traiter l'information et de traiter beaucoup plus d'informations. Okay? Pour vous donner une idée, vous avez une méthode pédagogique que je recommande particulièrement si vous avez des petits zèbres à la maison, qui s'appelle Brighter Minds. À la fin d'une session Brighter Minds, mais ça pose de vrais problèmes sociétaux, enfin une vraie question. Brighter Minds, c'est Minds, ouais. Comme effectivement un esprit plus clair. Par exemple, vous avez un enfant qui a les yeux bandés et qui vous lit un bouquin. Eh bien oui, c'est pas de la magie, hein, mais voilà. Vous avez un enfant qui a les yeux bandés et qui vous fait un puzzle à l'envers de 1000 pièces. C'est intéressant. Donc, c'est des personnes qui ont une façon d'appréhender le monde complètement différente. Mais c'est vrai que ça pose de vraies questions. Imaginez que demain, vous avez dans votre entreprise quelqu'un qui lit sans ouvrir le bouquin. Techniquement, il a lu tout ce que vous avez écrit dans vos rapports. En dehors du fait que ce soit possible, c'est vrai. Enfin, ça a été prouvé, voilà. Ah non, c'est pas prouvé, c'est expérimenté tout le temps. Ça consiste à ça. Le but du jeu, c'est ça. Par exemple, un enfant va connaître la sensation du bleu. Vous lui bandez les yeux, vous lui mettez quelque chose de bleu dans la main, il sait que c'est bleu. C'est les ondes que ça émet? Hein? C'est les ondes que la couleur bleue émet? L'information qui est mise en fait. Alors effectivement, une information qui bouge, on appelle ça une énergie, mais une fréquence. Mais effectivement, c'est des gens qui sont capables de percevoir la forme d'une couleur. Okay? La sensation kinesthésique d'une couleur. Okay? Donc vous voyez bien que c'est des personnes qui ont des façons complètement différentes, peut-être même un peu cheloues, de gérer leur espace, leur temps, leurs relations et leurs possessions. Okay? Et c'est ces machins-là que vous retrouvez dans vos entreprises aujourd'hui. Et surtout demain. Hein? Non, pas l'alpha, mais déjà la Z. Alors, ce que je vous dis là, en fait, c'est pas vraiment nouveau dans l'histoire de l'humanité. Hein. Il y en a toujours eu. Hein. Les artistes particulièrement, encore une fois. Ou des rêves. On les appelait des originaux. Ou des fous. Ça dépend. Maintenant, ce qui fait la grosse particularité dans l'entreprise de ces personnes-là, c'est justement
leur tendance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est plus important finalement pour eux que le simple salaire, par exemple, que les simples contingences extérieures, c'est l'expérience, ce que j'appelle l'expérience collaborateur. Okay? Ce sont des personnes qui vont être plus dans l'excellence que dans la performance. Okay? Un normopensant va effectivement être dans la performance. La performance, c'est le fruit du plus gros effort. Pourquoi? Parce que la performance, en plus, je peux rester ainsi même sur le côté. C'est pas grave. La performance, en fait, elle va résulter. Alors, en psychologie, on appelle ça des drivers. Des drivers, finalement, de l'individu pour obtenir la considération des autorités qui l'entourent. Je la refais moins plus. Tous les individus naissent complètement libres et égaux. Blague. Non. Tous les individus naissent complètement uniques. Okay? Leur unicité est donnée par quoi? Elle se manifeste comment? Par une façon unique dans l'histoire de l'humanité de gérer l'espace, le temps, les relations, les possessions. Vous avez remarqué qu'on fait comme ça? La vie se résume à ça. On est toujours à un endroit, on est toujours à un moment, on est toujours en relation avec quelque chose ou avec quelqu'un, avec notre environnement, puisqu'on est toujours à un endroit. Et on a toujours quelque chose. Okay? Donc, la personnalité, l'individualité, la singularité en fait d'un individu, c'est la façon unique, encore une fois, dans l'histoire de l'humanité, qu'il a de gérer l'espace, le temps, les relations, les possessions. Okay? Et la façon qu'il a de gérer ces quatre éléments-là s'appelle son mode opératoire. Je vous recommande là-dessus les travaux de Joël Guillon, c'est juste extraordinaire. Le MO2I, le mode opératoire identitaire et itératif. Mode opératoire identitaire, aussi identitaire que les empreintes digitales. La police le sait bien. Le fisc aussi, d'ailleurs. Parce qu'on repère des fraudeurs à leur mode opératoire. Okay? Le mode opératoire identitaire et itératif, c'est justement celui qu'on utilise tout le temps et pour tout. D'accord? Ce mode opératoire identitaire, finalement, compose le soi authentique de la personne. Sauf que vous et moi, lorsqu'on est né, on était complètement dépendants physiologiquement. Okay? Et donc, on avait besoin absolument de personnes autour de nous. D'abord, les autorités parentales, éducatives et sociales, autour de nous pour survivre. Je vous ai dit que le cerveau a un rôle, et un seul, c'est maintenir en vie la survie biologique du corps dans lequel il se trouve. Okay? Sauf qu'un enfant, figurez-vous, a besoin de beaucoup de choses pour survivre. De boire, de manger, de machin, et de toute une série de choses plus ou moins facultatives. Mais il y a une chose qui ne l'est pas du tout, c'est l'attention qu'il va recevoir pendant un certain nombre de temps. Un enfant a plus besoin d'être regardé qu'il n'a besoin de manger. Les expériences relativement malheureuses, entre autres de l'Allemagne nazie, mais de d'autres aussi, ont montré qu'effectivement, un enfant qui ne mange pas, mais qui est regardé, va vivre 5 fois plus longtemps qu'un enfant qui mange, mais qui n'est pas regardé. L'espérance de vie d'un enfant sans regard est de l'ordre de, dites-moi un chiffre, en heure, 48 heures. Hein? Je ne sais pas si ça diminue beaucoup, si ça augmente de beaucoup après. On n'a pas fait les expériences. On devrait peut-être essayer. Mais c'est vrai que ça n'arrive jamais, hein, qu'on laisse un enfant sans être regardé. Ça n'arrive jamais. Okay. Mais le fait est que quand ça arrive, il meurt. Même s'il est en bonne santé. Okay. Donc l'enfant a plus besoin d'être regardé. Là, je reprends l'équation naïve d'Idriss Aberkan. Grand A multiplié par petit t, attention multiplié par le temps. D'accord? Donc, le schéma, il est quoi? Ce qu'on appelle la blessure narcissique. Je dois faire ça. Vous avez remarqué aussi que l'attention que l'on accorde à nos enfants n'est ni gratuite, ni inconditionnelle. Vous qui pensiez être de super parents. Pourquoi? Pour avoir l'attention, je dois faire ça. Donc, les messages contraignants.
sois parfait, sois fort, fais plaisir, fais des efforts, dépêche-toi. C'est un message contraignant. Globalement, les 5 catégories de messages contraignants. Okay. Encore une fois, alors, je vous ai dit, la psychologie appelle ça des drivers. Nous, on appelle ça des messages contraignants. Je vous laisse mesurer la différence de point de vue. Donc, le principe, il est où? Je dois faire ça pour eux, pour qu'ils me donnent ça. D'accord? Et donc, de ce fait, pour survivre, vous et moi, on a construit un moi social. Okay? Carl Gustav Jung en parle mieux que moi encore. D'ailleurs, je ne fais que répéter ce qu'il dit. Le moi est un personnage fictif, superficiel et suradapté. D'accord? Et heureusement qu'on l'a créé, ce moi, parce qu'on ne serait pas là pour en parler. Sauf que le souci, c'est qu'on s'y est peut-être identifié. Et la problématique, tout dépend où vous vous placez, mais la particularité du zèbre, c'est qu'il ne va pas beaucoup s'identifier là. Donc finalement, il ne va pas gérer trop son temps, son espace, ses relations et ses possessions, comme on exige qu'il le fasse. Il va plutôt faire à sa façon. Le gros problème en entreprise, c'est que quand il fait à sa façon, il est dans l'excellence. Il a des résultats excellents. Entre 30 et 70% supérieurs aux performants. Pourquoi? Parce que quand il se réalise sur son poste de travail, c'est-à-dire qu'il exprime son soi authentique, il va développer les 3 P de l'excellence. La prise de risque, la persévérance et la précision. Ce qui se passe aujourd'hui dans vos entreprises, c'est quoi? C'est que par rapport justement à ces données sociétales, on a un genre de mix où les zèbres sont moins nombreux, les excellents sont moins nombreux que les performants. Parce que l'entreprise est bâtie et structurée par des excellents, par des performants pour des performants, par des normaux-pensants pour des normaux-pensants. La société est structurée par des normaux-pensants pour des normaux-pensants. D'accord? C'est ça le souci d'intégration finalement. Sauf que vous avez dans vos entreprises concrètement, vous en avez un qui arrive avec 10 minutes de retard, les mains dans les poches, en sifflotant. Quand je dis 10, ça peut être 30. OK? Et vous en avez qui arrivent un quart d'heure avant, qui sont hyper stressés parce qu'il faut absolument que je fasse ça. Il faut que je sois parfait, que je fasse des efforts, que je sois fort. D'accord? Et ces gens vont fournir un certain effort, ils vont donner des résultats. Là où celui qui arrive avec 10 minutes ou 30 de retard en sifflotant les mains dans les poches, et en saluant tout le monde et en traînant à la machine à café, va vous donner au final des résultats qui sont 30 à 70% supérieurs à celui du performant. Ce qui pose 2 gros soucis, dont un de management assez fort. On ne peut pas manager un excellent comme on manage un performant. Mais ça va vous poser un souci, vous serez entre le marteau et l'enclume, parce que vous aurez le choix entre la docilité et j'ai envie de dire la loyauté des performants et l'indocilité, voire la volatilité des excellents. Sauf que de plus en plus, le marché, les exigences du marché, finalement, font que un consommateur va plus facilement se tourner vers une expérience client que vers un simple produit. C'est pour ça qu'on vend plus de iPhone que de Samsung. D'accord? L'expérience client n'est pas la même. L'expérience d'achat n'est pas la même. Et donc, qu'est-ce qu'une expérience? C'est trop génial. Une expérience n'est pas un fait. Une expérience, c'est l'émotion que je mets sur le fait. D'accord? Donc, lorsque je vis une expérience, en plus, le marché encore le montre, que les consommateurs sont plus prêts à payer plus cher une expérience qu'un produit. C'est pour ça que les iPhones coûtent plus cher que les autres. D'accord? Quoi? C'est pour ça qu'on les achète. Et c'est pour ça qu'on les achète.
Parce que ça nous fait ressentir une émotion. C'est impalpable, hein, je sais bien, c'est subtil. Certains vous diront même que c'est futile. Mais le fait est que c'est ce que le consommateur achète. Il achète une expérience. D'accord? Et donc, effectivement, la question en matière de management, c'est se dire, est-ce que je me positionne sur de la performance, sur de l'excellence? Est-ce que je vends un produit ou est-ce que je vends une expérience? Je vous rassure, dans 10 ans, on ne se posera pas la question, parce on ne vendra que de l'expérience. Mais il faut les vivre, ces 10 années, les 10 années qui viennent. D'accord? Et donc, dans vos entreprises, il va se passer quoi? Vous vous trouvez face à des personnes qui, effectivement, donnent le résultat, mais qui sont complètement indociles. Et vous avez, effectivement, d'autres personnes qui respectent les procédures, c'est comme ça, c'est limite qui ont besoin, en fait, d'être cadrées, d'être normées. Oui, mais que dit comment on appelle ça? La qualité, comment on appelle ça? ISO. Norme. La norme, voilà. Que dit la norme? Que dit le process le process qualité dans cette situation-là? Ok? Et limite, un normopensant est rassuré par la norme. Dans telle situation, tu fais ça. C'est comme ça que son cerveau est structuré. Dans telle situation, tu fais ça. Si tu rencontres celle-là et celle-là, si tu es en mode dégradé, tu fais ça. Ça peut être faire appel à ton N+1. Ça peut être faire appel à une ressource externe. Mais au moins, je sais. Okay? Le zéro, quand il se passe ça, il va faire ça, sinon ça, ou peut-être comme ça, mais peut-être un petit peu de ça aussi, en fait, en vrai. Et puis, en fonction de la façon de la position de la Lune, on va peut-être rajouter ça. D'accord? Okay. Oui. Un point, en fait, le profil des zèbres que vous décrivez, en fait, c'est un profil qui est très masculin. Il y a aussi des profils de zèbres féminins qui peuvent donner l'impression d'être très dociles et qui sont en grande souffrance dans les entreprises et qu'on repère beaucoup moins. Alors, les profils qui sont en souffrance sont des profils qui, en fait, ne se sont eux-mêmes pas identifiés comme étant zèbres. Ils n'ont pas fait il y en a énormément. C'est tout le sens de mon boulot, d'ailleurs. Ils n'ont pas fait leur coming out. Non, mais c'est vraiment ça. Hein. Non, c'est vraiment ça. C'est vraiment un coming out. Hein. Il y a quoi? Moi-même, il y a à peine 10 ans. Un peu plus, si vous voulez, que j'ai découvert ça, en découvrant effectivement le HPisme de mes enfants. D'accord? Et c'est là où effectivement j'ai rencontré des gens qui m'ont donné des réponses à des questions que je me posais depuis 35 ans. Et tout est devenu nettement plus clair, en fait. Et avec justement l'approche neuroscientifique, avec les mesures, avec les brain scans, les scintigraphies, les machins, les trucs, les choses qu'on a faites avec le docteur Joe Dispenza, par exemple, pour le coup, les choses sont devenues plus claires, plus simples, en fait. Plus lisibles, en tout cas pour moi. D'accord? Mais, en fait, l'essentiel des personnes que j'accompagne sont des personnes qui ne savent pas du tout, qui se croient anormales, qui vivent mal le fait d'être anormales, parce qu'elles sentent bien qu'elles ne sont pas comme les autres. C'est pour ça que j'insiste sur ce point, parce que les femmes particulièrement ne sont pas détectées pour ces raisons de... Et si vous regardez Terrassier, là, qui voit des enfants zèbres, il dit que pour 5 enfants, il voit 4 garçons et une fille, alors que la population est... Alors, personnellement, je vois beaucoup plus de femmes que d'autres. Parce que vous les voyez plus grands, en fait. Mais en tout cas, au stade de l'enfance, c'est les garçons non, qui même sont pas. détectés. Si je regarde, par exemple, les enfants qui participent, par exemple, aux sessions Brighter Minds, il y a beaucoup plus de filles que d'autres. Mais après, c'est mon expérience, donc je n'ai que mon prisme, en fait. Je n'ai pas fait d'études démographiques là-dessus. Mais en fait, en vrai, il y a un petit détail que j'ai passé. Mais vous allez voir qu'effectivement, vous avez raison d'aller dans cette direction-là. J'ai parlé des autorités. Les autorités à qui on doit montrer finalement ça pour recevoir d'elles l'attention pendant le temps, donc la considération. Donc les autorités parentales, bien évidemment, les autorités éducatives, les autorités sociales, les autorités médicales, les autorités religieuses, et depuis peu dans l'histoire de l'humanité, les autorités médiatiques et les autorités commerciales.
Mais pour celles d'entre vous qui ont la chance, l'honneur et le privilège d'être des femmes, on vous a rajouté un petit cadeau. Parce que nous sommes dans une civilisation très prométhéenne, en fait. Les autorités masculines. Okay? Par principe, l'archétype prométhéen rejette le féminin. C'est pour ça qu'il y a une journée internationale de la femme. Parce que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas évident. Okay? Mais effectivement, on a une pression sociétale qui est nettement plus forte sur le féminin que sur le masculin. Bien évidemment. Okay? C'est vrai. Donc, il y a peut-être, c'est pas complètement insensé de penser qu'il y aurait plus de femmes non détectées que d'hommes. C'est pas insensé. Ça se défend. Ouais. Ça se défend. En tout cas, je pense que c'est vrai que j'ai aussi vu ça autour de moi, c'est plutôt les femmes qui avaient tendance à rentrer dans le moule parce que, je ne sais pas pour quelle raison, hein, mais et du coup à être plus docile malgré une propension à être différente. Alors, c'est aussi une caractéristique naturelle du féminin, la propension justement à s'adapter. Ah non? Naturelle. Ah oui, la propension à s'adapter est plus féminine. Ben oui, puisque le féminin est par définition magnétique, là où le masculin est électrique. Le féminin va accueillir, là où le masculin va sortir. Après, l'homme a toujours eu beaucoup de choix dans ce qu'il voulait faire de sa vie. Dans la civilisation blanche caucasienne, je précise, dans la civilisation blanche caucasienne. Dans notre histoire, les hommes ont l'habitude de chercher des voies différentes. Ils peuvent devenir soldats, prêtres ou fermiers. Alors que les femmes sont mères de famille, point final. Donc forcément, on est plus un schéma français. C'est vrai. C'est vrai. Mais on voit ça précisément, beaucoup plus effectivement, dans les civilisations prométhéennes. Ça, effectivement. Donc, on en était au choix de l'excellence et de la performance. Donc là, il va falloir choisir demain. Okay? Selon vous, il faut faire son communard en entreprise ou pour les femmes Alors, il faut, je dis rarement il faut. Je dis rarement il faut. C'est ça. Si on le fait, on est plus considéré, on est visé, on est oui. placardisé, oui. Démocratisé. Oui. C'est vrai. Quand on me dit que oui, il faut dire faire son communard pour mieux vivre. Alors, je ne dis pas il faut, déjà à la base. Il faudrait, mais si on le fait, de toute façon, on se risque à avoir plus de problèmes après qu'avant. Oui, c'est vrai. On fait quoi? Et d'ailleurs, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, même pour les hommes, si je sors justement de l'identification à mon moi social pour retrouver finalement ce qui est naturel chez moi, ce qui est moi, mon mode, mon MO2I, ma propre excellence, si je la retrouve forcément, pour une raison scientifique encore, une raison épigénétique, je vais forcément devoir changer d'entregent. Pourquoi? L'épigénétique, c'est la science qui étudie la relation entre un système et son environnement. Okay? Les êtres humains se fréquentent par résonance de systèmes de croyances. Donc, on rencontre toujours le bon, madame, y compris votre PNP préféré. On est toujours en résonance avec les personnes que l'on rencontre. D'accord? Je prends un exemple. Alors, encore une fois, on se souvient qu'un... Non, on ne se souvient pas parce que j'ai pas entendu. J'ai dit qu'une expérience de vie était une émotion associée à un fait. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que finalement, nos expériences de vie ne sont que la manifestation de notre système de croyances. Et une croyance n'est pas une construction cognitive, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Une croyance est une association limbique. Une croyance est une émotion associée à une pensée. Mais peu importe d'où elle vient. Parce que là, ah non, pas forcément. Ah non, pas forcément. Le cognitif va produire une pensée. On est OK. Mais on a une pensée qui vient. Puisqu'on a une information qui arrive. Regarde. Ici. Je perçois.
j'ai une information qui va passer par mon reptilien, puis mon limbique, puis mon cognitif. Effectivement, je vais construire une pensée consciente que je vais produire. D'ailleurs, alors, juste histoire de vous faire rire, pour vous détendre un peu, ou vous crisper, je sais pas. La perception. Le cerveau traite 4 milliards d'informations secondes. OK? Au niveau du reptilien et du limbique. Au niveau du conscient, on est à 4000 informations secondes. La production consciente, c'est-à-dire la production de pensée consciente, tourne à 16 informations secondes. Pour les femmes, pour les hommes, c'est beaucoup. C'est prouvé. Attendez, 4 milliards, c'est à quel niveau pour vérifier 4 milliards, c'est inconscient. Inconscient. C'est-à-dire que le cerveau va vraiment percevoir 4 milliards et va traiter 4 milliards d'informations à la seconde. 4000, c'est au niveau. 4000, ce qui va monter à la conscience, c'est 4000. Mais en fait, le cerveau, il a bien traité 4 milliards. Hein. Et d'ailleurs, votre comportement, il est déjà décidé là. C'est pour ça que les thérapies cognitives et comportementales marchent de moins en moins. Il y en a de moins en moins. Parce que les réponses sont là, pas là. Les réponses sont au niveau limbique, pas au niveau cortex. La production de pensée est à 16 informations secondes. C'est très peu. Et comment on peut prouver qu'on a inconsciemment traité 4 milliards d'informations? À force qu'on l'a mesuré. Ça peut Ah, bien sûr. Mais c'est tout l'objet des neurosciences, bien sûr. On l'a mesuré. Ok. Les neuroscientifiques sont des obsessionnels de la mesure. Ils mesurent une fois, puis une deuxième fois. Puis à partir de 1000 mesures, ils parlent. Mais ils continuent à mesurer. Et quand ils ont mesuré 10 000 fois et qu'ils ont vu le même résultat, ils commencent à considérer que ça pourrait être vrai. On est vraiment des obsessionnels de la mesure. On mesure tout. OK? Donc finalement, mon expérience de vie va manifester mon système de croyances, y compris les 95% de mes croyances inconscientes. Parce que je ne suis conscient que de 5% de moi. OK? Ça a une répercussion dans le management, on va voir tout à l'heure. Est-ce que j'ai répondu à la question? Si la question était là. La question était je dis ou je dis pas, je suis. Oui. Alors, mais pourquoi tu veux dire? C'est quoi le point? Parce que. Ah, c'était par rapport en fait à la question sur la souffrance au travail. Alors, on va beaucoup plus développer cet après-midi dans la conférence sur le burn-out, mais précisément, si j'ai repéré mon MODZ, j'ai repéré mon système de valeurs, mes qualités intrinsèques propres, mais donc, ça ne suffit pas, parce que du coup, il va s'agir de faire un travail d'estime de soi. Et si finalement je ne corresponds pas à l'entreprise ou au milieu économique, professionnel qui me correspond, je fais quoi? J'en change. Parce que de toute évidence, d'un point de vue purement épigénétique, mon système de croyance aura changé. Donc les personnes avec qui les personnes avec qui je passe du temps, avec qui j'échange des informations, va forcément changer. C'est mécanique. Okay? Mais c'est tout le sens en fait de l'accompagnement que je fais des personnes qui sont en souffrance. C'est tout le sens également de l'accompagnement que je fais des managers et des entrepreneurs pour mettre en place véritablement une vraie qualité de vie au travail. Pour que précisément chaque collaborateur se réalise personnellement sur le poste de travail. Et ainsi, on en arrive à une excellence du modèle économique. Okay. Je prenais tout à l'heure l'exemple du règlement intérieur de l'entreprise WordPress. Il faut voir ça. Hein? Mais aucun syndicat au monde ne demanderait ça à un employeur. Aucun. Je veux dire, c'est limite utopique hein, quand vous lisez ça. Et c'est écrit noir sur blanc. Tout doit être fait pour que le collaborateur passe le plus de temps de qualité avec sa famille. Vous avez vu ça où?
Pourtant, c'est écrit. 70% de part de marché au monde. Et l'enjeu, il est là, en fait. C'est-à-dire que les résultats de modèles économiques excellents seront de toute façon supérieurs et largement supérieurs à un modèle économique performant. Et à partir de 2022, il va falloir très sérieusement choisir son camp. Pourquoi 2022? Pourquoi 2022? Parce que en 2022, eux seront partis. Global. Si on ne recule pas l'âge de la retraite encore. On va reculer l'âge de la retraite pour eux, pour les X et les Y. Parce que eux, je veux dire, la loi n'étant pas rétroactive, ils seront partis. OK? 61, 2021. 61, 2021. Vous voyez? En France, en tout cas, mais souvent dans les pays occidentaux, les niveaux de responsabilité sont à peu près proportionnels à l'âge. Sauf peut-être dans les startups ou des choses comme ça. Mais globalement, un N plus 2 est plus âgé qu'un N plus 1. Le N plus 1 est plus âgé qu'un N. Donc on va se retrouver face à un millefeuille ici, où l'essentiel des équipes sera composé de la génération Z, mais le management sera encore composé de Y, et il va même y rester des X. Mais en plus, d'un point de vue purement démographique, la moyenne d'âge des entreprises va énormément chuter. Dans beaucoup d'entreprises en fait que j'accompagne, la moyenne d'âge va passer d'un peu moins de 50 à un peu plus de 30. En une année. En une seule année. Vous avez une moyenne d'âge qui passe de 47 ans à 32 ans en une seule année. En une seule année. En un seul exercice comptable. Je vous laisse imaginer la GPEC. Je vous laisse imaginer la QVT. OK. Il faudra de toute façon revoir les process. De toute évidence. Il faudra effectivement aménager le management. Pourquoi? Parce que, en fait, les zèbres, en fait, ils ont d'autres alternatives pour s'épanouir. Déjà à la base. Alors, déjà, l'entreprise n'est pas le rêve du zèbre, c'est le rêve de l'employeur. Ça, c'est déjà le cas. D'accord? Sauf que le zèbre, il a son rêve aussi à lui. D'accord? Si on fait correspondre le rêve de l'un et le rêve de l'autre au moment où ils s'y trouvent, là, on match. Sachant que, et je sais bien que tous les recruteurs vous le diront, le temps des carrières est fini. OK? Quelqu'un qui est né en 89 aura peut-être 6 métiers différents dans sa vie professionnelle. Mais les mêmes recruteurs, qui généralement sont plus anciens, face à un CV un peu bizarre, seront les premiers à dire au candidat, mais vous n'êtes pas un petit peu instable. Alors que la veille, dans une soirée avec une coupe de champagne à la main, il disait, les carrières, c'est fini, hein? On est d'accord? Vous le faites très bien. Oui, C'est vrai. je me suis entraîné, mais j'ai vu aussi beaucoup de recruteurs. OK? Mais le truc, il est vraiment là. C'est-à-dire que sur le recrutement, si je reçois quelqu'un qui me présente, j'ai un gars, par exemple, excellent, mais excellent traiteur. Charcutier traiteur, le truc de ouf, quoi. Le mec qui... Vous croquez dedans et puis vous allez voyager, quoi. Un truc de dingue. Et le gars, mais alors, excellent mécano sur les moteurs diesel. Vous faites comment? Bon, on vérifie qu'il se lave les mains entre Sauf que ce gars-là n'a jamais réussi à se positionner nulle part. Parce qu'il était toujours en face d'un recruteur suffisamment limité
pour lui dire, mais finalement, mais vous ne pouvez pas être bon partout. Vous vous souvenez de la nomenclature qu'on a vue? Multipotentiel. Moi, je les appelle des polyexperts. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne? Elle a forcément dû se tourner vers l'entrepreneuriat. Et comme le mec, il est bien fêlé, il a monté et un traiteur et un garage. Résultat, parce que là, ça compte. Il se retrouve en énorme concurrence et à prendre des marchés aux 2 employeurs qui n'ont pas voulu le prendre. Il est là l'intérêt. C'est pour ça que je vous dis que c'est un enjeu beaucoup plus important qu'il ne paraît. Ok? Et en plus, ces personnes n'ont pas peur de la crise. Parce qu'elles sont nées avec. Vous vous souvenez, la nomenclature? C'est la crise. Elles sont nées avec. Les gens qui sont nés en 60 comme moi, hein, dans les 70, ben, déjà tout bébé à la télé, on entendait, c'est la crise. Donc c'est la crise. Pas de souci, c'est la normalité, c'est la crise. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps où le manager pouvait faire pression sur son collaborateur pour qu'il fasse exactement ce qu'on lui dit de faire, comme on lui dit de faire, au moment où on lui disait de faire, en lui disant, tu sais, de toute façon, si tu ne le fais pas, il y a 20 personnes devant la porte qui sont là pour prendre ton poste. Ah, plus. C'est fini. C'est fini. J'ai vu des entreprises fermées par manque de main-d'œuvre. C'est complètement fini, cette histoire-là. Aujourd'hui, on parle de fidélisation de la ressource humaine. Et ces gens-là, il faut les fidéliser, en fait, en vrai. Et vous avez bien vu, la QVT, au moins autant que le salaire. La qualité de vie au travail, pour ceux qui dorment. Au moins autant que le salaire. Okay. J'ai des collègues qui se sont spécialisés dans la fidélisation des Six Fingers. Vous vous rendez compte? Les Six Fingers, les gens qui ont des salaires à 6 chiffres. Pourquoi? Parce que si vous avez un salaire à 6 chiffres, c'est que vous êtes quand même un pilier relativement important dans l'entreprise. Sauf que si demain vous partez simplement parce que vous avez envie d'aller faire un safari photo au Kenya, que vous avez plutôt envie d'aller vivre au Costa Rica parce que vous avez vu la veille un documentaire, vous avez vu que Deepak Chopra vous dit que c'est le pays où il fait le plus bon vivre, donc vous partez au Costa Rica. Sauf que le mec là, et les résultats que vous donniez là, qui va les donner? Il faut le remplacer, le gars. Okay? Donc il y a un vrai danger qui pèse sur le modèle économique. Il y a un vrai danger. Et ce sont des gens qu'on fidélise. Surtout qu'en plus, et vous avez bien vu, ils ont des alternatives d'épanouissement. Parce que ce qui est important pour eux, c'est l'épanouissement. Alors bien sûr, je parle de l'intelligence financière, je parle du digital, je parle du blogging, etc., etc. Bien évidemment. Il y a des alternatives à l'épanouissement que le fait d'être salarié. Ça risque de devenir une denrée pas si fréquente. Donc, on est vraiment en train de vivre un retournement, en fait. Vous avez bien compris? Oui. Comment on fait travailler des performants et des Et excellents? des performants et des excellents. Alors, déjà, en les repérant et en communiquant tant envers l'un qu'envers l'autre, en fait. Et en expliquant pourquoi le management est adapté, très clairement, en donnant du sens. Quand ils doivent travailler dans la même équipe sur un même projet. On définit d'abord de la pertinence de les faire travailler ensemble, très clairement. Exemple, l'exemple le plus fréquent. Vous donnez à un performant un dossier, un projet, voilà, on a un rétro-planning et le 21 décembre, tu fais la présentation. Okay? Il y a des points d'étape. Le 1er décembre, tu dois en être à, je sais pas, à 45% de progression. Okay? Là, pour un normopensant, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Pour un zèbre, ça ne fonctionne pas. Parce que vous allez arriver le 10 décembre, soit 11 jours avant la date fatidique. Tu en es où? Je suis dessus. Oui, mais tu en es où? Montre-moi ta production. Il va vous sortir une feuille avec 2 mots griffonnés dessus. Et vous allez lui dire, mais hé, Chabin, tu bosses pas? Mais en fait, oui, il bosse. Oui, il bosse. Alors, pour ceux d'entre vous qui culpabilisent, rien que pour vous, j'ai fait 2 articles et 2 vidéos qui s'appellent « La procrastination n'existe pas ». Pourquoi?
Parce qu'au moment où le mec fêlé, là, ou la nana fêlée, elle a décidé qu'elle le ferait, son cerveau s'est déjà mis en route. Et là, en fait, je représente, je vous ai dit, hein, ça c'est un vélo. Et en fait, c'est ma collègue Béatrice Millette qui parle du petit. Oui, je sais que ça ressemble pas. Je vous ai dit, vous avez le droit de vous montrer. Le petit vélo, il tourne. Mais justement, en fait, le petit zébrillon là, il a besoin, et j'ai bien dit, il a besoin de faire autre chose pour que son cerveau traite. Il en a besoin. Donc si vous l'emmerdez tous les jours avec tu en es où, tu en es où, tu en es où, vous le stressez. Et en fait, il va bloquer, il va se braquer. D'accord? Et vous en avez même qui sont suffisamment adaptables pour suivre la procédure comme il faut, tranquille. J'en suis à 20%, c'est cool. Ouais, j'en suis là, c'est cool. La veille de présenter le rapport, il va vous prendre un truc complètement différent, il va tout changer. Oui, mais enfin, ça, c'est un truc qui travaille seul. Le problème, c'est pas le manager, c'est quand même. Ou il travaille seul. C'est rare qu'on ait un travail qu'on fait complètement seul. Bien Et sûr. la veille, on peut se décider, on produit quelque chose de On génial. est OK. Ou il travaille seul, ou il travaille Ouais, avec c'est des pour gens ça. qui sont profilés comme lui. Je ne sais pas ce que vous appelez zèbre. Moi, j'ai l'impression que parmi les zèbres, il y a beaucoup d'emmerdeurs. Et pour moi, zèbre, c'est vraiment très différent de Hypo. Très différent de Hypo parce que Hypo, il est quand même capable de travailler avec les gens et d'apporter de la valeur. Il ne se contente pas de faire au dernier moment, il arrive en retard. Ça dépend. Ça dépend de comment il est constitué. Ça dépend de sa façon de gérer le temps et l'espace, en fait. C'est-à-dire que, et c'est bien ce que je dis, il n'y a pas de case, en fait. C'est ça le souci avec ces ébryons-là. Il n'y a pas de case. Il y a des individus. C'est ça le truc. Et on ne peut pas dire les zèbres sont comme ça, les HP sont comme ça, les machins, parce qu'ils sont justement, on peut dire plutôt ils ne sont pas comme ça. Mais alors, comment vous les repérez? Parce que c'était ça aussi. Peut-être pour rebondir sur la question. Je les repère justement à leur comportement. Le comportement que je viens de décrire, ça on le voit bien dans les entreprises, ça vous le repérez. Okay? C'est pour ça que j'ai écrit cet article qui s'appelle « La procrastination n'existe pas ». Le principe, c'est que le collaborateur qui aura une intelligence particulière plus développée que la moyenne d'âge de sa tranche de la population. Parce qu'en fait, c'est ça le potentiel. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les résultats des tests de Bachelor, la Bachelor Adult Intelligence Scale ou des choses comme ça. C'est intelligence sociale supérieure à 996 personnes sur 1000 de sa tranche d'âge de population. C'est ce que ça veut dire. C'est vraiment des notions relatives. Sauf que il y a 9 intelligences. Généralement, on en évalue une, maximum 2. C'est-à-dire l'intelligence logico-mathématique. Okay? Mais effectivement, mais bien évidemment, je comprends que vous trouviez que le gars soit chiant. Parce qu'il est chiant. Non, mais s'il n'est que ça, c'est ça. Mais il Moi, c'est est peut-être pas un zèbre, ça. alors. Et puis il y Non, avoir des non, mais- gens Donc, on y a Non, mais c'est bien. Exactement. C'est un point de vue qu'on a sur lui. Mais ok, c'est un point de vue qu'on a sur lui. Mais si c'est qui il est, si c'est sa façon à lui de gérer l'espace, le temps, les relations, les possessions, pourquoi est-ce que la conférence de cet après-midi s'appelle une erreur managériale? Parce qu'il y a eu une erreur managériale. Pourquoi on l'a recruté? Non, il y a une erreur. Voilà, Il y a la une erreur. difficulté que je retrouve en entreprise, je suis RH dans une entreprise du numérique. Donc on a, je pense, quelques zèbres à gérer. Et, Même des aspects. et la difficulté qui se trouve au quotidien, c'est à la fois du coup comment on génère avec ces personnalités-là, malgré tout, de l'équité de traitement dans un collectif de travail, et finalement l'efficacité du travail d'équipe. Parce que effectivement, ces personnes apportent de la valeur à l'entreprise, clairement, et beaucoup plus peut-être que 4 personnes réunies, aussi performantes soient-elles. Pour autant, quand on réunit ces 4 personnes performantes dont on a besoin, plus un HPI ou autre, la bande passante que nécessite la gestion du HPI par rapport aux 4 performants, il faut un service RH complet derrière et 3 managers pour gérer la crise, quoi. Enfin, Non, mais j'entends bien.
J'allais vous demander si vous étiez là la dernière, si vous étiez à la télé précédente, parce que c'est Non. précisément ce qui vient. Ah non. Mais en fait, je me dis que c'est peut-être moi qui ai bien structuré mon temps. Bravo. Dans une entreprise a été créée par quelqu'un, par une personne. Cette personne, comme toutes les autres, a un système de valeurs. Cette personne a une vision. Cette personne a des aspirations. Ce que je vais faire avec cette personne, c'est que je vais justement identifier son propre MO2I, son propre système de valeurs, les caractéristiques intrinsèques à cette personne, son unicité, sa singularité quantique, si je veux jusque-là. Okay? Je vais traduire son système de valeurs en une culture d'entreprise. Cette culture d'entreprise, je vais la décliner en des process. Et des procédures. Ces process, je vais les décliner en des avatars de poste. Pas en des fiches de poste, en des avatars de poste. Parce que sur chaque poste va correspondre une personnalité, un profil type. Un profil type. Si bien que quand je vais recruter, que ce soit un directeur des ventes ou un cariste, je vais recruter quelqu'un dont le profil personnel correspond à l'avatar de mon poste, avec une vision carrément holistique de ce fameux avatar. Donc, en fait, je suis en train de dire que j'aurai un être humain qui va choisir un être humain. Okay? Et en plus, je vais tenir compte de l'endroit où il en est, cet être humain, ce candidat, de sa légende personnelle, j'ai envie de dire. Et je vais également faire ça matcher avec l'endroit où en est l'entreprise de son évolution. Je sais que ça complexifie énormément hein, le management, c'est vrai. Personnellement, je trouve ça marrant. Parce que, mais c'est mon côté zèbre. Hein. Le zèbre, justement, se définit par sa complexité cognitive à géométrie variable. Bien évidemment qu'on est chiant. C'est bon. OK? La particularité, c'est que là, j'y arrive. Et lorsque demain, le mec va me dire, tu sais, ouais, ça va, ouais, je sais pas, j'ai vu le reportage sur le Costa Rica, là. Ouais. Franchement, j'ai dit, Béchamel, bonne route, amuse-toi bien, envoie-moi une carte. Parce que justement, dans ma gestion de mon recrutement, je sais exactement quel avatar je cherche. Et je vais aller taper de façon complètement chirurgicale dans un vivier pour peu que j'ai un recruteur qui me fasse un sourcing de cet ordre-là. On est d'accord. Mais au moins, les choses sont faites. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais... Bon. D'accord. Et c'est là qu'effectivement, je sais si dans une équipe, je mets des exécutants, je mets des Rambo ou je mets des fantassins. C'est là que je le sais. Et une fois que j'ai bien mappé mon organisation, mon modèle économique, les choses se passent nettement mieux. Et là, j'ai une vraie qualité de vie au travail, c'est-à-dire que les fantassins sont entre eux et ils ne vont pas s'entrechoquer avec les Rambo. Donc ça signifie que les personnes qui vont faire passer de la culture au process et aux avatars, c'est pas des zèbres. Hein. Ah, mais les zèbres, on n'arrive pas à faire des process. Toute l'équipe. Non, mais un process n'est pas forcément quelque chose de normé, normatif et normalisé. Ça reste une procédure. On appelle même ça une technologie. L'intuition est une technologie. La capacité de savoir une information quand on n'a pas perçue, c'est une technologie. Mais ça se maîtrise. Mais on est d'accord que toute l'équipe partage, parce qu'elle a déjà co-construit, c'est une culture co-construite, toute l'équipe a co-construit
et en tout cas partagent la même culture d'entreprise. Parce qu'autrement, il ne faut pas le prendre. Il ne faut pas le prendre. C'est ok. J'ai un client qui me disait que dans sa structure, tout le monde se checkait le matin. Ouais, oui. Dans une boîte d'événementiel. Tout le monde se check. Ils ont des différents. Hmm? Ils ont des checks individuels. Dans certaines boîtes, il y a des checks individualisés. Alors, dans d'autres, il y a même le choix du check. Il y en a 4. C'est celui-là, ou le hug, ou même, on ne touche pas, mais... Okay? Non, c'est vrai. Mais si moi, j'ai pas envie d'avoir... Si je suis en face d'un client, limite d'un candidat, et limite, je me dis, le mec, il doit être un petit poil aspi quand même, le gars. Asperger. Je ne vais pas le prendre. Non, mais je ne vais pas le prendre. Parce que rien que ça, il ne pourra pas le faire tous les matins à mes collaborateurs. OK? Mais je ne vais pas lui reprocher de ne pas le faire. Parce qu'il y a des boîtes qui ne recrutent que des Asperger. Parce que c'est des génies. C'est impressionnant. C'est des trucs de ouf. Hein? Des avions de chasse avec ça. Ou des portages. Mais ça convient à certaines structures sociales, je veux dire, dans une entreprise, ça ne convient pas à d'autres. Ce n'est pas pertinent pour des entreprises d'en avoir. Là où pour d'autres, c'est complètement évident. Mais pourquoi est-ce que ces entreprises qui ne recrutent que des aspis ne recrutent que des aspis? Parce que vous mettez un performant à côté. Et pour tout le monde, pour le coup. Pour le coup, c'est tout le monde. Voilà. OK? Ouais. Parler des deux catégories. On a l'impression que c'est difficile pour chacune de ces populations de se parler, de travailler ensemble. Et ça m'interroge sur la véritable intelligence de l'entreprise, l'intelligence collective, et la capacité d'apprentissage de l'entreprise, c'est la capacité de transmettre les savoirs. Ouais. Mais si vous avez deux catégories d'individus, de population, aussi brillantes soient-elles, chacune dans leur domaine, qui ne se parlent pas, la performance de l'entreprise ne sera certainement pas au rendez-vous. Oui, d'accord. Donc, j'ai du mal à... Parce que vous les vraiment opposez. l'impression dans votre discours Vous les que opposez. vos œuvres sont des sociaux dans l'entreprise. Ils seront super brillants, mais sociaux. Au contraire, Il faut s'adapter aussi. au contraire, Non. puisqu'ils comprennent plein de Le fait choses qu'ils ne différentes. soient pas dociles ne signifie pas qu'ils soient asociaux. Je sais pas. Moi, ce que je ressens tout à l'heure dans votre discours, c'est que Ah non, mais ces deux catégories oui. qui auront vraiment beaucoup de mal à travailler ensemble. C'est Moi, ce que je je ressens perçois. la même chose. Donc, J'ai mal compris ce que vous dites. dis-moi si j'ai mal compris. J'entends. Non, c'est pas une question de compréhension intellectuelle, c'est une question d'interprétation. Mais c'est vrai, en fait. Je clarifie. Si dans un service, j'ai besoin de fantassins, j'ai besoin de normaux pensants, je vais en prendre. Dans un autre service, j'ai besoin de Rambo, je vais en prendre. Mais les Rambo et les fantassins partagent tous la même culture d'entreprise, qui représente le même système de valeurs de cette personne et la même vision de cette personne. Donc, on a ça en commun. Et en fait, oui, on va discuter, bien évidemment. On va jouer au baby-foot à la cafette. Et même que je vais faire des retours. Quand le Rambo va revenir de mission, il va faire des retours à ses fantassins pour lui dire, tiens, il y a cette information-là qui remonte. Bien évidemment. Et bien au contraire, c'est le fait qu'on va partager finalement la même identité professionnelle qui fera qu'effectivement, je peux très facilement, justement, m'adapter et parler à des gens qui ne fonctionnent pas du tout comme moi, parce qu'on est tous dans la même, on partage tous la même vision, et on partage tous la même émotion de plaisir, on partage tous la même expérience collaborateur. Parce que mon expérience client, c'est bien, mais mon expérience collaborateur,
C'est précisément l'expérience collaborateur, donc en interne, qui fera que je vais proposer une expérience client que mon client final sera prêt à acheter plus cher. L'expérience, c'est quoi? L'expérience, c'est l'émotion que je mets sur le fait. Que je sois un fantassin ou un Rambo, lorsque je me réveille le matin et que je pense à aller à mon boulot, qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je ressens? L'expérience collaborateur, pour moi, c'est ça. La QVT, pour moi, c'est ça. Et vraiment, que je sois un simple exécutant, que je sois dans un poste, j'ai envie de dire, limite rigide. Genre, le juriste, il fait appliquer la loi. Le comptable, il est à l'inclinaison de la virgule près. Là où le commercial sera, ou le marketing sera, bon, on refait le monde tous les matins. C'est pas un souci. Bien au contraire. Et en fait, vous êtes tellement visionnaire, et j'ai tellement bien fait mon cours, qu'on en arrive là. À l'égrégore, justement. C'est-à-dire, là, L'égrégore à l'épreuve du à l'épreuve qui peut être effectivement, mais non seulement à l'épreuve du télétravail, mais à toutes les géométries d'entreprise possibles. Qu'est-ce qu'un égrégore? Un inconscient collectif. Justement parce que je partage cette même culture et je partage cette même expérience, figurez-vous qu'un égrégore se nourrit du souvenir des expériences passées. Capiche? Et donc, du coup, mon égrégore, il fait quoi? Il me maintient justement dans mon identité professionnelle. Je suis ça. L'un de mes premiers employeurs, ça a été Toyota. L'égrégore, il est à l'échelle individuelle. L'égrégore, c'est l'inconscient collectif. Ah, c'est collectif. Donc, c'est à l'échelle d'une entreprise ou d'une nation. Ou d'une famille, ou d'un couple. L'égrégore, en neurosciences, c'est l'esprit qui unit un système. C'est l'esprit qui unit un système. D'accord? La somme de l'égrégore est supérieure à... La totalité de l'égrégore est supérieure à la somme des individus qui la composent. Ça, c'est Mesuré. Regardez les travaux de Greg Braden là-dessus, de Nassim Haramein. Alors, c'est pas totalement français courant, nous l'avons. Braden, B-R-A-2-D-E-N. C'est en anglais? Non, il y en a un son en français, mais c'est... Enfin, quand je dis c'est pas en français courant. Oui, c'est complexe. Avec Braden, Nassim Haramein. Nassim, et puis Haramein comme araméen, mais E-I-N à la fin. C'est vrai qu'il vaut mieux être, surtout pour Nassim Haramein, il vaut mieux être à l'aise avec la science scientifique que pour Joe Dispenza. C'est plus de la vulgarisation, si j'ai envie de dire. Mais Greg Braden, ça reste encore accessible. Okay? Avec les histoires de centième singe, etc. Le centième singe. Bon, ça, bref, on y vient de toute façon. Dans l'esprit qui unit un système. Okay? Donc, j'ai créé une valeur, un socle de valeurs, une culture d'entreprise que tous mes collaborateurs partagent. Et je me suis arrangé pour avoir une QVT telle que, justement, je maintiens un niveau d'implication, pas d'engagement, d'implication dans mon unité de production. Okay? Si demain je veux justement amener une nouveauté, je veux amener une innovation managériale, c'est pour ça que j'en parle ici, en fait. Je vais devoir effectivement amener toute mon équipe à cette innovation-là. Comment je vais faire? Il va falloir que j'atteigne une masse critique d'individus qui appartiennent à cet égrégore et les amener à cette nouvelle expérience. Donc, une émotion de plaisir sur la nouveauté que je veux mettre en place. Donc, il y a de la formation technique, bien évidemment, mais il y a un accompagnement individuel à véritablement vivre cette expérience-là. Donc, je vais certainement choisir les personnes les plus influentes dans la boîte, les plus influentes humainement. Ce n'est pas forcément les managers. Et les personnes aussi les plus volontaires et les plus capables, habiles et les moins résistantes au changement, on va dire. Okay?
Lorsque j'aurai atteint cette masse critique, et ça on l'observe aussi, je vais passer en fait à une vitesse exponentielle d'acceptation du changement. C'est-à-dire que l'évolution dans un premier temps sera vraiment logarithmique. On y avance, mais tout doucement, tout doucement, tout doucement. Une fois que j'ai atteint cette masse critique, justement, j'aurai une évolution qui là sera exponentielle sur le nouveau process, sur la nouveauté, quelle qu'elle soit, que je veux installer dans mon entreprise. La taille de cette masse critique est racine carrée de 1% de la population. Ouais, je sais. Moi aussi, pendant longtemps, j'ai dit ça. La vision newtonienne dit 20%. Aucun point de vue, aucun point de vue n'en annule un autre. Okay? Mais on est vraiment dans un paradigme différent. Atteindre ces 20%, il y avait 3%. C'est 3%, 20%. Sauf qu'en fait, en partant de là, on y arrive beaucoup plus vite. En choisissant racine carrée de 1%. La méthode est différente pour y aller. Ah, sur le choix, oui. Parce que racine carrée de 20%, vous allez vraiment choisir ceux qui. Les moins résistants au changement, je dirais. Déjà dans un premier temps. Mais en fait, vous savez que c'est comme ça que. Mais qui adhèrent aussi. C'est pour ça que je parle des moins résistants au changement. Eh bien, pourquoi vous dites en positif? Parce que vous n'allez pas forcément dans une équipe trouver même des personnes qui adhèrent. Et pour une raison aussi très, très, très importante en neurosciences, on appelle ça la mignoncité. La mignoncité. La mignoncité. La mignoncité. Il y en a qui disent la mignonitude. Mais je vous promets que le jour où je rencontre Idriss Aberkane, je lui dirai ça ne se dit pas la mignonitude. On dit la mignoncité, le caractère mignon de quelque chose. C'est extrêmement, c'est fondamental en fait pour un cerveau. Que dit le mignon? Mignon, c'est l'information qui dit au cerveau, je ne te ferai aucun mal. Tu n'es pas en danger. Lorsqu'on apporte un changement à des humains, il faut d'abord les rassurer sur le fait qu'ils ne sont pas en danger. Pas leur dire c'est pour ton bien, comme on dit trop souvent à nos enfants. Les rassurer sur le fait qu'ils ne sont pas en danger. Ça ne te fera aucun mal. Une fois qu'ils ont compris qu'ils ne sont pas en danger, je vous garantis que là, vous avez une plus grande adhésion. Et ça, c'est plus facile à faire sur racine carrée de 1% de la population. C'est comme ça que font les industries de la mode, les tendances, les influenceurs. C'est ça le principe. Le fameux centième cercle. OK? Et donc, effectivement, pour terminer sur ça, justement, qu'est-ce qui ne marche pas dans le choix, justement, des collaborateurs et dans le management? C'est justement la course au premier de la classe. La course je ne suis pas en train de faire l'apologie de la déviance. Hein. Je ne suis pas en train de faire ça. Je ne suis pas en train de faire la chasse non plus au premier de la classe. Ce n'est pas du tout ça. On est à l'essai quand même. Je suis en train de vous dire qu'effectivement, il y a, là je crois que c'est le maître du temps qui vient de dire, il faut finir. Donc on va finir. Je suis en train, ben surtout que j'ai une conférence tout à l'heure, je suis en train de dire que justement, il est important de choisir, encore une fois, de faire l'avatar de ces postes pour savoir vers qui on va. Et pour le coup, il est important de prendre conscience également que l'essentiel de la population à partir de 2022, mais c'est déjà le cas, vous le vivez déjà vous-même. À partir de 2022, l'essentiel de la population active sera composé d'un plus grand nombre de HP. C'est
projection. Ok. Ce qui se rapproche en termes d'outils, effectivement, il y a des outils que j'aime beaucoup, l'énéagramme, les couleurs. L'expert est là. Ce que j'aime beaucoup justement dans ça, le disque, les couleurs, le langage des couleurs. Il faut venir à l'atelier qui est ici même tout à l'heure. Parce que justement, on voit plus facilement ce que moi j'appelle le moi et le soi. Ces outils-là vous permettent justement de connaître, ou en tout cas de profiler, d'approcher le profil réel du candidat et le profil adapté. Okay? Et même si on va plus loin dans les approches évolutives, le voyage du héros, la superposition de l'énéagramme sur le voyage du héros, on voit même les risques justement d'évolution de ce fameux profil adapté. D'accord? Et en fait, finalement, ce qui marche vraiment, c'est vous. Encore une fois, le management, ça commence par le recrutement déjà. C'est un humain qui choisit un humain. Un être humain qui choisit un être humain. Avec tout ce que ça a de complexe, avec tout ce que ça a de singulier, avec tout ce que ça a de chiant, avec tout ce que ça a de génial et d'éphémère. Et donc d'instable. Ça reste un être humain qui choisit un être humain. Et vraiment, à mon sens, les entreprises qui ne se seront pas préparées à 2022 risquent fort de ne pas y survivre. Ouais. Et je vous garantis que je ne fais aucun catastrophe. Mais pas de mignoncité. Ça avant tout. La mignoncité avant tout. Vraiment avant tout. Dire au cerveau, tu n'es pas en danger. Parce qu'un cerveau qui repère un stress va donner une réponse de stress. Et vous les vivez dans vos entreprises tous les jours. L'agressivité, la fuite et l'anesthésie. D'accord? Ce sont des réponses de stress. Et si vos collaborateurs, les cerveaux de vos collaborateurs, vous donnent des réponses de stress, c'est parce que leur cerveau a repéré un stress. Et personne ne force le cerveau. Mais, fort heureusement, on peut tout apprendre à un cerveau. Merci beaucoup. Merci.